On se plaint. Qu'est-ce qu'on fait? De qui on veut recevoir de ce maïs-là? Vous avez dit, sous le gouverneur sortant, on avait maintenu le prix du maïs. On a stabilisé pendant pratiquement 2 ans ou 3 ans. Oui, mais cette stabilité-là était due à quoi? À une production supplémentaire de la province? Par la politique de l'ancien gouverneur. Quelle était cette politique? Les rapports qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif provincial, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et les gouvernorats, est-ce que ça marche mieux ou il y a de quoi? Moi, je crois que ça marche mieux. Nous écartons les humeurs des individus et la compréhension des individus. Je crois que ça marche mieux. Mais voyez un peu, une personne qui peut gérer une province, il peut avoir combien d'appels par jour? Est-ce qu'il est tenu de prendre tous les appels? Je sais que l'excellence du Jamaouja ne la décevra jamais. Le Congo a besoin de personnalités comme le Jamaouja. Quelqu'un qui ne connaît pas le mensonge, quelqu'un qui ne connaît pas la démagogie, quelqu'un qui ne connaît pas le vol, le mot vol. Pour tous qui nous suivez à travers le monde entier, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en France, aux États-Unis d'Amérique et même en Chine, nous sommes très contents et fiers de vous servir sur votre chaîne actuelle. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur un sujet très important, c'est le sujet qui concerne la province du Kasaï oriental. Nous avons invité le directeur de cabinet du gouverneur Jean-Marie Mouteba pour qu'il puisse répondre à toutes vos préoccupations que vous nous avez fait parvenir. On le reçoit tout de suite. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Comment la santé de la province du Kasaï oriental? La santé de la province est en train de s'améliorer. Elle est en train de s'améliorer. Elle allait mal. Très mal parce que d'aucuns ignorent que le président de la République a hérité ce pays dans l'état que tout le monde connaît. C'était un état de délabrement. Bien entendu, il y a eu des efforts qui sont conjugués et qui font en sorte que le pays soit en train de sortir de son bouclier. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Pourriez-vous nous rappeler la date exacte où le gouverneur Jean-Marie Mouteba est entré en fonction avant de commencer notre émission? Est-ce que vous connaissez cette date-là exactement? Vous m'avez surpris par rapport à votre émission. Mais ça doit être... Mais je sais que le 11 mai, il a fait la remise et reprise et le 31 juillet, il a investi sur le journal. Merci beaucoup. 2019. Voilà. Nous allons parler du bilan de la gestion de la province du Kasaï oriental depuis l'avènement à la tête de cette province par l'actuel gouverneur Jean-Marie Mouteba. Monsieur le directeur, on vous pose la toute première question, elle est celle de savoir dans quel état le gouverneur Jean-Marie Mouteba avait-il trouvé la province du Kasaï oriental? Comme je venais de vous le dire, le pays était dans la difficulté. La province ne pouvait pas se soustraire de l'état général du pays. Le pays était malade. La province, n'en parlons pas. Vous voulez dire sur le plan économique ou sur le plan, je ne sais pas, l'état de santé, sur quel plan? Donc sur le plan économique généralement et social. Oui. Nous savons que sur le plan économique, on voit l'état de la santé économique d'une province par rapport à sa productivité, par rapport à sa production, par rapport à sa consommation, par rapport à sa population. Il y a assez de variables qui justifient l'étude ou l'approche économique d'un État. Mais lorsque nous essayons de scruter toutes ces variables-là, nous trouvons qu'elles étaient très faibles. Il n'y avait pas de production de jugement, il n'y en a même pas. Une économie sans production, c'est une économie morte.
Donc le gouverneur Jean Maweja a hérité d'une province morte, si vous voulez. Bien entendu. Qui n'existait presque pas. Sur le plan économique, qui existait, mais un seuil, bien entendu. Un seuil très faible. Lorsqu'il a hérité la province du Kasaï oriental, est-ce qu'il a trouvé quand même des biens ou les fonds de la province en banque pour lui permettre à continuer avec... Non. À ma connaissance, il n'y avait rien alors. Rien. Plutôt, il a trouvé des dettes qu'il devra apurer, qu'il est en train de payer. Mais la plus grosse dette, c'était celle qui était contractée pour la réfection de la route. Il était resté un montant que vous n'ignorez pas, que je sache. Ce n'est pas mal si vous dites aux téléspectateurs, aux internautes. Je me réserve d'aller dans les chiffres. D'aller dans les chiffres, mais il est vrai qu'on avait trouvé une dette qu'on avait apurée. Vous pouvez passer à la PCDC, vous allez constater que sur Maweja, on a réglé une dette. Pas de moins. Ces dettes-là étaient formelles ou informelles? Disons qu'elles étaient formelles parce qu'il y avait un contrat entre la province et la banque. La banque avait prêté de l'argent à la province pour un ouvrage qui n'avait, pour ma compréhension, qui n'avait même pas été bien fait, mais nous devions payer cet argent-là. Et on l'a fait. Alors, depuis que le gouverneur Jean Maweja Mutemba est à la tête de la province du Kasaï oriental, quelles sont les grandes réalisations qu'il a pu réaliser jusque-là? Ça, c'est vraiment mon point de vue. Vous savez, même quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir ou peu avant qu'il ne prenne le pouvoir pendant sa campagne, il avait identifié la gangrène qui rongeait ce pays. Le pays, il a des atouts, mais il manquait quelque chose, la conscience de la population des dirigeants. Le pays était dirigé par des gens qui ne faisaient que tourner là. Donc il y avait un roulage, c'est ça qui ronge même la santé de la RDC. Pourquoi pas mais déjà, je vous dis qu'on venait de capter un argent qui justifie les bouchages et les tournements. Il y avait des milliers de fonds qui étaient détournés chaque mois depuis une dizaine d'années. C'est un argent. Sous Maweja, on venait de mettre fin à cela. Moi, je dis déjà, coup de chapeau à son excellence M. Jean Maweja pour avoir réussi déjà à démanteler ces réseaux qui faisaient perdre à la province, pourquoi pas la République, de l'argent. C'est une des réalisations, en dehors de ça, sur le plan social maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le plan social, qu'est-ce qu'il a fait? Il résout au quotidien les problèmes de la population avec les moyens mis à sa disposition de la table. L'eau et l'électricité, est-ce que ça va au Kasaï Mbujimaï? Sincèrement, ça ne va pas. L'eau et l'électricité, ça ne va pas en Mbujimaï. Cependant, la population, je comprends, parce qu'un ventre affamé n'a pas une oreille, mais c'est un problème, je peux dire même séculaire. Pourquoi la population voudrait-elle exiger de Maweja une révolution dans une année? Alors que c'est un problème, il est séculaire. Pour ceux qui sont nés en Mbujimaï, ils savent que Mbujimaï a toujours eu ce problème-là. Alors qu'en est-il du projet prise qui devrait réaliser le programme d'eau au Kasaï oriental, c'est-à-dire sous l'égide du président de la République? Il y a eu un financement. Il y a un financement de près de 28 millions de dollars pour la question de l'eau. Je crois que l'ITP, ce choc exogène de la pandémie, on était déjà à l'ouvrage parce que le Premier ministre est venu, si vous vous souvenez, lancer les travaux. Mais déjà au mois de mars ici, les techniciens devraient venir pour commencer à concrétiser ce projet. Et ces problèmes-là, c'est un projet, il ne se terminait pas dans un mois. On a déjà parlé de 3 ans. Au moins, parce que c'est un investissement. C'est un investissement, il prenait du temps. Et cette même population devait
vivre de l'espoir, pour espérer cette solution durable et efficace. Donc qu'en est-il de l'électricité à Mbuji-Mayi? Vous en êtes où avec l'électricité? Parce que déjà l'eau, on sait qu'il y a un financement, mais par rapport à l'électricité, qu'est-ce qui doit être fait pour que la ville de Mbuji-Mayi soit soulagée en ce qui concerne le courant électrique? Vous savez que ce sont des domaines complémentaires. On ne peut pas avoir de l'eau sans électricité, parce qu'il faudra de l'énergie, c'est-à-dire le fait déjà de penser à la question de l'eau, on doit avoir envisagé celle de l'électricité, et des études sont en train d'être faites, si pas déjà faites. Il y a différents projets. Je crois que dans l'appréhension des grands décideurs de ce pays, on ne voudrait pas créer ou laisser pencher qu'à un seul projet. Il y a autant de projets pour améliorer, si ça peut se dire comme ça, la quantité de l'électricité à Mbuji-Mayi au Kasaï. Mais il y a aussi le projet de Toubi-Toubidi. Vous en êtes où jusque-là? Oui, Toubi-Toubidi a produit un courant. Il avait promis, à l'occasion de l'inauguration, de remettre, je crois, 4 MW, si je m'abuse, à la province. C'est en étude. C'est en étude. J'ai vu le PCA de la SNEL venir lancer les études pour le transport de cette électricité-là. Il y a eu des correspondances entre la SNEL et la SACIM quant à cette question. Donc, c'est en étude. Donc jusque-là, il n'y a que des études, il n'y a rien qui est fait sur le plan pratique. Jusque-là, sur le plan pratique, il n'y a rien qui est fait. Mais alors au niveau de la province, qu'est-ce que vous faites pour que ces programmes, disons, cet ouvrage-là puisse en tout cas desservir la ville de Mbuji-Mayi? Parce que déjà, ça fait longtemps que la ville attend ces courants-là qui chôment d'ailleurs à quelques kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi. Chômer, j'ai dit oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que SACIM est en train d'exploiter ce barrage depuis longtemps. J'ai même appris dernièrement qu'il avait laissé cette année à l'expérimentation. C'était la première année de la construction de leur barrage. C'est une année d'expérimentation. Et c'est après seulement cette expérimentation qu'on va se rassurer de la capacité de leur barrage, n'est-ce pas, pour qu'on se décide finalement à remettre le courant. Mais entre-temps, la SNEL, qui a la charge de la distribution du courant, a déjà des contacts quant au transport de cette électricité vers là. Donc là, vous rassurez aux internautes que la SNEL a déjà tous les moyens pour amener le courant à Mbuji-Mayi. Elle est prête. Mais qu'est-ce qui bloque pour que différentes délégations sont venues. Qu'est-ce qui bloque pour que le courant-là puisse arriver à Mbuji-Mayi? C'est ça la grande question que la population se pose ici. La SNEL a déjà tout le matériel, mais qu'est-ce qui bloque jusque-là pour que ce courant-là puisse arriver à Mbuji-Mayi? Parce que quand on fait les calculs, Toubi-Toubidi, Mbuji-Mayi, ce n'est pas une distance de plus de 50 km, c'est moins de 50 km. Oui, moins de 50 km, c'est bien dit. Mais quel est le coût? Ça, ce n'est pas encore précisé. 50 km, c'est bien bon. Mais la construction ou l'installation de différents poteaux pour le transport du courant, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande des études qui sont en train d'être réalisées. Est-ce que c'est les coûts là, est-ce que c'est à la charge du gouvernement provincial ou du gouvernement national? Non, quand la SNEL est venue se charger de cela, elle sait qu'elle va prendre ce courant et c'est une entreprise de distribution de l'électricité. Je crois qu'il y a des arrangements, mais ce n'est pas au compte de la province. C'est pas au compte de la province. Merci beaucoup. Sur ce point-là, on comprend quand même qu'il y a des efforts que le gouvernement provincial est en train de faire pour que l'on arrive à un résultat. Alors, sur le directeur de cabinet, allons maintenant dans les sociaux de la population du Kasaï oriental. Votre population, quand vous évaluez sa façon de vivre, est-ce que ça vous plaît? Non. Non, pourquoi? Je prends certains indicateurs économiques sans en avoir l'exactitude. Je crois que
les revenus par habitant est faible. On doit éviter, mais nous ne volons pas la face. On peut même dire, même si nous remontons au niveau national, je ne peux pas apprécier le niveau de vie du Congolais jusque-là. Alors quels sont les efforts que les gouverneurs de province fournissent pour que la vie de la population puisse s'améliorer? Comme je venais de vous le dire, la meilleure poule ne donne qu'un œuf. Donc le gouverneur, au regard de ses moyens qu'il utilise, essaye dans la mesure de ses possibilités à résoudre les questions courantes de sa population. Nous avions suivi le gouverneur de province dans son discours bilan parler du champ. Est-ce que c'est son propre champ ou c'est les champs du gouvernorat? Il a parlé des 100 hectares de champs qu'il doit avoir quelque part. C'est pour lui ou c'est pour les comptes du gouvernorat? Là, il s'est lancé comme individu en invitant les autres Kassaïens de suivre ses pas. Donc, par exemple, nous sommes une économie libérale. Il est un individu avant d'être un gouverneur. Il a estimé qu'il faut aussi se lancer dans l'agriculture et il a indiqué par cet exemple la population kassaïenne à emboîter. Depuis qu'il a lancé cette campagne-là de l'agriculture, est-ce qu'il y a déjà des compatriotes qui l'ont suivi? Qu'il avait même précédé, ça je peux le dire, pour être sincère. J'encourage certaines personnalités de la vie. Je ne peux pas faire leur publicité, mais il y a des gens qui ont de la volonté, qui se sont lancés. Il y a aussi des... Vous savez, nous faisons face à différentes réalités. Nous faisons face à différentes réalités. J'entends dans les rues des gens qui sont liés à la crise. La crise, on va citer à la denrée de maïs, de la denrée du Kassaïen, parce que le Kassaïen c'est le foufou. Oui, c'est vrai. Mais on se plaint. Qu'est-ce qu'on fait? De qui on veut recevoir de ce maïs-là? La population elle-même. Quel niveau de conscience est là pour comprendre que nous faisons face à cette rareté de denrées et comment trouver solution à cela? Peut-être la sensibilisation aussi, par exemple, le gouverneur appliquait la politique de la sensibilisation, les gens pouvaient aussi s'adonner à l'agriculture, comme ce fut le cas avec l'ancien gouverneur qui l'a précédé. Il avait donné les moyens aux médias et à certaines structures pour sensibiliser la population, et à une certaine époque, nous avons payé un méca de maïs à 1000 francs congolais pendant pratiquement 2 ans. Est-ce que l'actuel gouverneur ne peut pas le faire? 1500. Même si c'était à 1500, mais sous la gestion de l'actuel gouverneur, nous sommes allés jusqu'à 8000, voire 8500. Est-ce que le gouverneur actuel ne peut pas sensibiliser la population ou encore aller dans les médias, sensibiliser pour que les gens comprennent que l'agriculture, c'est le véritable moyen de vie? Est-ce qu'il l'a fait ou il n'a pas encore fait? Vous savez, monsieur le journaliste, le faire, il l'a fait, parce qu'il a prêché même par l'exemple, en commençant par cultiver son champ de 100 hectares. La sensibilisation, elle est là. Mais moi, j'ai toujours réfléchi autrement. N'est-ce pas? L'agriculture, c'est un investissement. Alors, pourquoi ce secteur n'attire pas les investisseurs? De quelque degré qu'il soit. Parce que tout investissement est alimenté par sa rentabilité. C'est peut-être parce que la rentabilité est trop faible dans l'agriculture que des gens préfèrent aller à une autre activité que c'est l'agricole. Ça, c'est de 1. De 2, il y a un problème de culture. Quelle est la culture de la population? La population est pressée, elle veut rentabiliser à court terme, au point de négliger ce secteur agricole. Je vais vous donner un petit exemple. Nous nous sommes lancés un moment quand on essayait de sortir de la crise, avec la MIBA qui était notre nourricière économique du pays. Nous avons vécu une émigration sans nom, surtout dans la tranche de la population active. Les uns allaient vers le Katanga, les autres vers Kinshasa. Mais il y a eu une innovation qui avait
freinait tant soit peu cette émigration-là. C'était l'avènement des taxis-motos. Cette activité a essayé, tant soit peu, à retenir quand même la jeunesse sur la ville. Mais quel était le prix d'une moto? Nous avoisinons à plus ou moins 1200 $. Est-ce qu'avec 1200 $, on ne peut pas avoir un champ? Ok? 9, on préférait investir ces 1200 $ à l'achat de la moto qu'à se lancer dans l'agriculture. Ce n'est le fait des personnes, ni si ce n'est la rentabilité que la personne espère réaliser. On se comprend. Ce sont des effets réels qu'il ne faut pas négliger, qui font que les gens ne se lancent pas tellement dans les gens n'apprécient pas l'agriculture. Pas qu'ils n'apprécient pas. Un homme économique, c'est un homme qui a la recherche du bien-être, qui a la recherche de la réalisation, de la production. Mais lorsque sur le plan financier, on peut espérer produire plus d'argent dans la moto que dans l'agriculture, de manière naturelle d'abord, on a tendance à aller vers ce qui rapporte le plus rapidement. D'accord, d'accord. Je voudrais aussi vous demander, parce que nous parlons de l'agriculture, il y a eu un lobbying à Kinshasa, le gouverneur lui-même, qui s'est fait accompagner de certains élus de la province du Kasaï oriental. Ils ont vu le Premier ministre, il semble qu'il avait donné un prêt, il avait doté à la province de 3 millions de $. Je ne confirme pas, mais c'était depuis dans ce sens-là. Je ne sais pas, qu'en est-il de ces dossiers-là jusqu'au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous aviez reçu cet argent? Et si vous aviez réussi, qu'est-ce que vous avez fait avec? Avant de répondre à cette question, monsieur le journaliste, permettez-moi de revenir d'abord par rapport à la conjoncture à laquelle vous avez fait allusion, où le maïs était vendu à 7 000 francs. Mon observation révèle que c'était une crise qui a été frappée de la République, pour ne pas parler de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Ici, comme dans le Katanga, le maïs a été vendu à plus cher. C'était le fait des personnes. Personne n'avait cette responsabilité pour cette hausse conjoncturelle. D'abord, l'économie, elle fluctue. Dans sa fluctuation, elle est arrivée à mener le prix des maïs au prix auquel nous avons tous déploré, bien entendu. Mais nous devions faire face parce que l'homme est là pour essayer de résoudre, dans la possibilité de ses moyens, bien entendu, ces problèmes. Ça fait homme. Et c'était une période éphémère qui devait passer, qui était normale. Ce n'était l'effet des personnes. Ok? Sinon, on va en vouloir aux autorités d'État national, des provinciales, ce n'était pas le problème des gens maouja. Maintenant, vous avez dit, sous le gouverneur sortant, on avait maintenu le prix du maïs. On a stabilisé pendant pratiquement 2 ans ou 3 ans. Oui, mais cette stabilité-là était due à quoi? À une production supplémentaire de la province? Par la politique de l'ancien gouverneur. Quelle était cette politique? Dites-moi, quelle était cette politique? Sensibiliser généralement la population à aimer l'agriculture, relier de s'adonner à d'autres préoccupations. La population avait produit plus, c'est ce que vous voulez dire? Par exemple? Non, c'est une illusion, monsieur le journaliste. Non seulement, sous ce mandat, on venait d'avoir près de 70 tracteurs neufs, ok, les dons du président de la République sortant. Ces tracteurs-là, ils étaient envoyés pourquoi? Pour quelle fin? Mais nous n'avions pas appris que les maïs avaient baissé de prix. C'est une illusion. Moi, je voudrais prendre la parité du pouvoir d'achat, qu'on appelle PPA. Hein? De tout ce temps, en période de grâce, le maïs n'avait jamais été vendu à plus de 50 cents. Ok? C'est lorsque on arrivait au mois de mai, j'ai mis ma main à couper, que le maïs atteignait $1,50. J'ai obtenu mon diplôme d'État en 84, j'étais venu en Bouchement ici. Mon feu père était un commerçant, il faisait du commerce de maïs et j'ai dit en connaissance de cause. Mais lorsque, à l'époque,
on disait que Kassobanga, comme on l'appelle ici, pendant la crise, les maïs c'est à $1,5. Vous voyez les prix auxquels ces maïs étaient vendus pendant la période où vous dites non, le gouverneur sortant avait stabilisé les choses. 1500 au taux de 90, ça représentait $1,5, c'est-à-dire on a vendu à plus cher. Mais dans une illusion monétaire, les gens disent non, nous avons acheté à moins cher parce que c'était 1500. Remettez à une monnaie forte, vous allez comprendre que les mains s'étaient vendues à plus cher qu'on l'avait vendu. Nous avons acheté l'année passée à près de 5 et 6 $. Non, je vous dis, c'était une période conjoncturelle, d'ailleurs éphémère, et elle a pris combien de mois? Quelques mois, quelques 2-3 mois. Et ça arrive. Même vous, tel que vous êtes là. Alors qu'est-ce que le gouverneur a fait pour que les prix puissent baisser actuellement? Parce que nous étions à 8 000, maintenant c'est autour de 2500 ou 2300. Quelle est la politique que le gouverneur Jean Maouija a appliquée pour baisser les prix du maïs au Kasaï oriental et en Bujumaï? Vous savez, l'économie, on la manipule certes, mais parfois on la laisse couler comme coule l'eau d'une rivière. Je vous ai bien dit, vous-même vous dites que c'est une période qui n'a fait que 3 mois. Mais ça devait baisser. Il y a des phénomènes économiques qui sont à la base même de cette baisse, de manière naturelle. Je vous dis, lorsque les prix vont au-delà des moyens du consommateur, il y a abstention. Là, il va fixer ces prix-là pourquoi? Pour mettre de la marchandise comme un dessin? Non. Il y a la loi de l'offre et de la demande qui va faire que finalement le prix va se régulariser. Un peu comme les sages parlaient de la main invisible de l'économie. Il y a d'abord cela, en plus bien entendu de certains boutons qui avaient été poussés ci et là. Quittons les secteurs économiques, monsieur le directeur Elvis, parlons maintenant politique au Kasaï oriental. Et je voudrais vous poser, si ça ne vous dérange pas, la question entre les rapports qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif provincial, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Est-ce que ça marche mieux ou il y a de quoi? Moi je crois que ça marche mieux. Comme institution, ça marche mieux. Comme institution, ça marche mieux. Parce que quand nous prenons une institution, nous l'agrégeons. Nous écartons les humeurs des individus et la compréhension des individus. Je crois que ça marche mieux. Parce qu'il n'y a pas un problème d'une institution avec une institution. Que je sache. Parce que la communication est au beau fixe entre les deux institutions, la communication entre les députés provinciaux et les gouverneurs de province. À moins que vous ayez une autre information, mais moi je ne peux pas savoir. Parce qu'il y a certains élus qui disent que les gouverneurs ne décrochent pas leurs appels, quand ils appellent, quelquefois ils refusent, et tout cela. Confirmez vous aussi cela, parce que c'est vous, quand je vous vois les gouverneurs du Kasaï oriental. Mais si le gouverneur ne décroche pas le téléphone comme il le dit, comment sont-ils payés? Ils sont payés par le pouvoir central. La province ne leur donne pas quelque chose? C'est à vous de nous le dire, parce que est-ce qu'ils ne gagnent pas de la province? Ils ne reçoivent pas de la province quelque chose? Parce qu'il n'y a pas de communication, comment ils accèdent à ça? Ça sont des faux problèmes. Papa, ces téléphones, regardez le niveau. D'abord, vous, comme journaliste, vous recevez combien d'appels par jour? Bon, ça ne vous fatigue pas par moment? Mais voyez un peu, une personne qui peut gérer une province, il peut avoir combien d'appels par jour? Est-ce qu'il est tenu de prendre tous les appels? Et c'est parce que le gouverneur qui n'a pas droit à faire un petit somme? C'est parce que le gouverneur qui n'a plus droit à une intimité avec sa famille? Et c'est parce que le gouverneur il est obligé de prendre tous les appels? Il faut être une machine pour répondre à ça. Voilà. Donc si par moment vous avez essayé de téléphoner à l'autorité et qu'il n'avait pas décroché, pourquoi conclure directement qu'il avait refusé? Est-ce qu'il vous avait dit qu'il avait refusé de prendre votre appel? Si c'est une routine, c'est un refus. Une routine comment? Mais comment est-ce qu'ils arrivent finalement à s'accorder? Ceux qui déclarent qu'ils ne reçoivent jamais de téléphone là. Hein? Comment ils arrivent à s'accorder? Parce que pourquoi ils les appellent? Pourquoi ils téléphonent au gouvernement?
Et peut-être pour poser un problème par rapport à l'Assemblée, et ces problèmes ne sont pas résolus. Voilà, parce qu'il nous reste trop peu de temps, directeur. Quelles sont, selon vous, les pistes et les solutions que vous pouvez proposer pour que l'on puisse, bien évidemment, mettre le point au beau fixe, c'est-à-dire marcher ensemble, les élus du peuple, gouvernement provincial, population, parce que cette province a besoin d'un décollage, a besoin d'un développement. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ce développement-là ait lieu, évidemment, dans la gestion du gouverneur Jean-Marie Mouteba? D'abord, je demande à la population escassaïe de ne pas se faire intoxiquer. Avec cette liberté de presse, j'ai toujours regretté la manière que mon frère assaillant a appréhendé ce qu'on attend par état de droit, au point de prétendre ou de penser qu'il faut passer sur les médias pour informer. Les sages disent que ce sont les médiocres qui s'occupent des hommes. Telle affaire, telle a dit, c'est trop téméraire. Réfléchissons plutôt aux événements, réfléchissons plutôt aux idées. Ça nous élève. Mais si nous devons rester à nous poser de telle affaire, on a vu qu'il est là-bas, et il a dit ceci, d'ailleurs des commérages, ce commérage, des personnalités, même des hommes de Dieu. Il n'y a pas catégorie. Un homme de Dieu de renom qui passe sur la radio pour mentir, pour essayer de discréditer le gouvernement, sans aucune information. Et je me demande si c'est un scientifique. Parce que ce n'est pas le fait d'être intellectuel qu'on devient scientifique. On peut bien parler français. Et le service de communication du gouverneur a laissé passer. Qu'est-ce que les services font? Est-ce que quand un fou vous jette la pierre, il faut véritablement lui retourner sur cette même pierre? Vous serez jugé pour plus fou que les premiers, n'est-ce pas? Il y a des choses qui font même mal. Au lieu de faire mal, ça fait même pitié. Malheureusement, ce sont des meneurs d'opinion, hein, par leur statut ecclésiastique, si je peux le dire comme ça. Bon, ce sont des adeptes qui les suivent de manière aveugle, qui pensent qu'il dit, alors qu'il est en train de tromper. Alors je me demande, moi, si j'étais cet adepte-là, si mon père spirituel peut être menteur, pourquoi continuer à mentir? On se comprend. Donc, il y a des choses qui se font en Mbujimayi qui sont déplorables. Et je demande à la population sud-africaine qui avait fait confiance à Jean Maouza, parce qu'on ne l'avait pas forcé. Vous vous souviendrez, les jours vote de gouvernement. C'était sous la pluie, c'était sous la population. La population dans une confiance. Cette confiance-là, elle était impliquée. Que la population continue de garder cette même confiance. Je sais que l'excellence de Jean Maouza ne la décevra jamais. Le Congo a besoin de personnalités comme Jean Maouza. Et je mets ma même à côté. Ce sont des gens, je peux dire que ce sont les disciples de Etienne Tshisekedi. Quelqu'un qui ne connaît pas le mensonge, quelqu'un qui ne connaît pas la démagogie, quelqu'un qui ne connaît pas le vol, le mot vol. Il ne connaît pas. Il respecte les biens publics. Voilà ce dont le pays a besoin. Ne restez pas dans la distraction, mes frères. Mais sa politique est trop silencieuse. Vous ne voyez pas que ça dit trop. Généralement, tant pas, il est trop. Il n'est pas une vedette. Il ne peut pas communiquer avec la population quand il y a des événements. Il communique de moins en moins. Quels événements? C'est inquiétant, ne voyez-vous pas Quels ça? événements? Vous avez fait beaucoup de révélations. Et si ces révélations-là étaient faites, à une certaine époque, la population se calmerait. Oui, mais vous savez, la population était habituée à des publicités. D'ailleurs, suivez même les chaînes locales. Hein? Elle ne cultive pas la population. Hein? Sur 10 émissions, vous êtes journaliste, 8 c'est la publicité, venez voir ceci. Bon, nous commençons à comprendre effectivement que la population veut vivre ces scènes de théâtre-là.
Nous, on pensait que ce n'était pas ça. Il fallait travailler, que la population nous voit à l'œuvre, et de nous voir à la publicité. Mais nous sommes en train de nous rendre compte que c'est la publicité qui prime. Merci beaucoup. C'est le directeur de cabinet, sauf si je ne vous ai pas posé une question que vous voudriez que je vous pose, vous pouvez vous poser vous-même et puis répondre parce que nous sommes arrivés à la fin. La question que je peux me poser est celle de savoir pourquoi les gens parlent à mal de l'autorité. Au lieu de venir proposer s'ils ont des solutions à cette situation. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? On est dans la politique de haute toi que je m'y mette, c'est tout. Et tous ce qui sont passés, tout ce que vous connaissez parce que vous êtes journaliste, vous êtes un chercheur, dites-moi quelle est la personne qui a le profil de mieux gérer que le gouvernement. Parce que je vous ai donné les qualités d'un manager pour les besoins de ce pays. Hein? Je suis prêt à vous dire qu'un pourcentage plus élevé, ce ne sont que des marionnettes, des détourneurs de fonds, des suicidaires. Et il y en a qui font de lui, simplement parce qu'ils étaient habitués à recevoir de l'argent similaire. Ok? Mais la valeur de la monnaie n'est pas là pour être donnée comme des bonbons. C'est un bien économique. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour avoir accepté notre invitation. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui nous avez regardés à travers le monde entier. Rendez-vous à un autre numéro. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et partagez.